Et aujourd'hui, gros plan sur la Thaïlande. On en connaît bien sûr de l'étranger, ces temples dorés, ces plages de cartes postales. Un rêve pour les touristes, on sait moins. En revanche, que le pays est une dictature militaire. L'armée et la monarchie se partagent le pouvoir. Et depuis 2 mois, des manifestations d'étudiants secouent le régime. Ils réclament la démocratie et la fin de la royauté, le tabou ultime dans le pays. Merci Christine Cabassé d'être en direct de Bangkok avec nous. Vous êtes chercheuse et vous travaillez notamment au sein de l'Institut de recherche sur l'Asie du Sud-Est contemporaine. Avec nous également quelqu'un qui a travaillé avec vous, Stéphane Renson, anthropologue et chercheur au CNRS, fin connaisseur également de la Thaïlande. Première question, Christine Cabassé, vous qui êtes à Bangkok, est-ce que vous l'avez vu venir ce mouvement des étudiants ? Oui, dans le sens où en fait on parle beaucoup des manifestations de juillet-août qui effectivement sont repoussées. On estime qu'entre le 18 juillet et aujourd'hui, il y a eu une centaine de manifestations. Elles sont vérifiées. Christine Cabassé, on a du mal avec la liaison, un petit problème technique, on va revenir vers vous dans un instant. Je me tourne donc vers vous, Stéphane Renson. Stéphane Renson, donc Christine Cabassé, qui est à Bangkok, commençait à nous dire qu'elle n'était pas vraiment surprise de ces manifestations. C'est aussi l'analyse que vous avez, vous n'êtes pas surpris non plus ? Non, tous les spécialistes de la Thaïlande ne sont pas surpris par ce qui se passe. On se doutait bien, après une séquence politique vraiment compliquée, qu'on peut faire commencer en 2014 avec le coup d'État. Qui a pu revenir justement cette junte au pouvoir. Tout à fait. On se doutait bien qu'à un moment ou un autre, la rue allait reprendre un petit peu la main, comme elle l'avait fait en 2010, à une époque où elle avait été réprimée de manière assez dure. Ce n'est pas une première, d'ailleurs, faut le rappeler. Des manifestations comme ça pour la démocratie, il y en a eu plusieurs depuis une quarantaine d'années, je dirais, réprimées la plupart du temps. Tout à fait. La vie on va dire, la vie démocratique thaïlandaise, en tout cas la vie politique, et avec ses périodes démocratiques, est de toute façon émaillée par une forme on va dire, de culture du putsch, donc une alternance de phases de gouvernement, depuis donc l'absolution de la monarchie absolue en 1932. Donc depuis, on a eu une moment où les militaires ont pris le pouvoir, si je me souviens bien. Alors c'est un petit peu compliqué, mais oui, en 1932, tout à fait, et donc à plusieurs reprises, il y a eu 20 tentatives, 12, je crois, ont abouti, donc à un gouvernement mené par des militaires. Et donc ces putschs ont toujours été suivis à un moment ou à un autre par des revendications populaires qui se sont exprimées directement dans la rue. Donc dans l'histoire, dans le long terme et le court terme, on ne peut pas être surpris. Mais voilà. Voilà, on va retrouver Christine Cabassé et on l'espère avec une meilleure liaison depuis Bangkok. Christine Cabassé, vous nous disiez donc que vous n'étiez pas surpris non plus. Je ne sais pas si vous avez entendu Stéphane Renson qui disait en gros que clairement ce genre de manifestation était une constante dans la vie politique du pays. Oui, tout à fait. Je concorde tout à fait. Je commence Nous avons encore, malheureusement, un souci technique avec Christine Cabassé. Je me retourne donc vers vous, Stéphane Renson. Qui sont aujourd'hui ces étudiants, ces manifestants? D'où viennent-ils? Et qu'est-ce qui a été le point déclencheur de ces manifestations? Alors oui, là c'est vraiment une question très difficile. Il y a plusieurs évidemment éléments de réponse. De manière assez immédiate, curieusement, ces manifestations donc étudiantes ont plutôt démarré. Alors on en a eu quelques-unes au mois de février. Janvier-février, qui faisait suite à la dissolution du parti d'opposition, qui s'appelait donc en français le Parti du Nouvel Avenir ou quelque chose comme ça, je crois que c'est la traduction. Donc les étudiants avaient repris un petit peu la lutte politique dans la rue pour ce parti dissous. Ensuite, on a, évidemment, il y a toute la période Covid qui empêche toute réunion dans l'espace public. Et puis là, au mois de juillet, on commence à avoir des manifestations autour des conditions d'étudiants, des étudiants. C'est-à-dire qu'il y a quelques lois sur lesquelles on va passer rapidement, qui ont fait réagir les étudiants. Et sur la base de ces revendications, je dirais corporatistes étudiantes, sont arrivées tout de suite des revendications politiques qui dépassaient totalement, évidemment, la condition étudiante. Et justement, on va en parler, une des originalités aussi de ces manifestations, c'est que ces manifestants osent s'en prendre au tabou des tabous. La monarchie, un crime de lèse-majesté. On voit cela en détail avec Tea Bazdarevich.
Elle a décidé de briser le silence. Derrière son micro, cette jeune étudiante égrène ses revendications sous les acclamations de la foule. Le ton est déterminé, le moment historique. Panusaya Sitijirawatanakul vient de s'attaquer à l'intouchable, la monarchie thaïlandaise. Personne avant elle n'avait osé. Maintenant, les gens parlent de monarchie parce que quelqu'un a commencé. Repousser les limites de la liberté de parole sur ce sujet, c'est un premier succès. Depuis, celle que l'on surnomme Rung, arc-en-ciel en français, est devenue à tout juste 21 ans l'une des figures d'un mouvement inédit en Thaïlande. Un mouvement pro-démocratie qui agite les campus universitaires et qui dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. L'institution royale est dépassée, il faut la moderniser. Parmi les revendications, l'abolition de la loi de lèse-majesté qui peut valoir jusqu'à 15 ans d'emprisonnement, la révocation d'un article de loi empêchant de critiquer le roi ou encore la transparence des finances royales. Rung le sait, en parlant, elle prend des risques énormes car en Thaïlande, la monarchie est sacrée et le roi presque vénéré comme un dieu. Je me fiche de savoir si je serai emprisonnée ou tuée, je m'en fiche. Je veux juste un vrai changement dans ce pays. Un vrai changement, c'est aussi le souhait de cet autre activiste. Anon Nampa est avocat, il a 34 ans. Ses prises de parole contre la monarchie sont devenues célèbres, comme ici, début août, lorsqu'il harangue la foule affublée du costume du célèbre sorcier Harry Potter. Très vite, elles lui ont attiré des ennuis. Anon Nampa est aujourd'hui sous le coup d'un procès. Il est clair que le gouvernement utilise les lois pour interférer dans le processus judiciaire et chercher à nous emprisonner pour nous faire taire. Selon l'ONG Human Rights Watch, au moins 9 militants pro-démocratie ont disparu ces 2 dernières années. Mais malgré les menaces, les 2 activistes poursuivent le combat. Pour Anon Nampa, si la monarchie tient encore debout, la peur, elle, est en train de perdre du terrain. La contestation donc contre la monarchie, est-ce que c'est un fait original aujourd'hui dans cette mobilisation? Je me tourne vers vous, Christine Cabassé. J'espère qu'on va vous entendre cette fois. Est-ce que pour vous, ces manifestations, vraiment, aujourd'hui, elles sont caractérisées notamment par cette contestation donc, contre la royauté? Oui, alors il y a d'autres demandes qui sont de nature plus politique, ou en tout cas qui visent à moderniser les institutions thaïlandaises. Mais effectivement, cette demande de réforme de la monarchie est tout à fait inédite dans le paysage politique thaïlandais, et compte tenu de la place qu'occupe la royauté dans le royaume. Christine Cabassé, oui, allez-y. Oui. Non, je voulais simplement signaler en fait qu'on a pu voir sur les images là que les manifestants étaient jeunes, et effectivement ça a pu étonner un certain nombre d'observateurs puisque donc il s'agit souvent de collégiens, de lycéens et d'étudiants d'université, mais y compris donc des lycéens et des collégiens. Et vous avez pu le voir aussi par l'exemple de cette jeune activiste, il y a beaucoup de femmes et de jeunes filles, parfois de très jeunes filles, qui font partie et qui deviennent des figures de ces mouvements. Et ça semble donc tout à fait intéressant. Et cela est permis finalement par une remise en cause du système éducatif en Thaïlande. Il faut dire que ce système est jugé par ces jeunes extrêmement rigides, enfermés dans des règles qui sont dictées par le respect de la hiérarchie, voire la soumission, voire la prosternation devant les supérieurs, et qui empêchent tout sens critique. Et ces jeunes qui sont finalement quand même bien informés grâce aux réseaux sociaux, entre autres, eh bien, remettent en cause finalement ce système. Donc ils savent qu'il les empêche, eux, d'évoluer, et donc, mais pas seulement eux, c'est en fait aussi la Thaïlande, on aura l'occasion sans doute d'y revenir, mais la Thaïlande, finalement, pour de nombreux analystes, souffre d'un certain nombre de problèmes structurels. Oui, justement, je vous interromps. Notamment
Christine système Cabassé, éducatif. et oui, il y a ces problèmes du système éducatif. Il y a aussi une économie exsangue, avec en plus avec la crise du Covid, une atteinte au tourisme, hein, c'est 1/5, je crois, du PIB du pays. Et puis il y a aussi cette donnée hein, qu'on connaît moins, 1% de la population thaïlandaise détient près de 70% des richesses du pays. Je crois que c'est un des pays les plus inégalitaires au monde. Voilà. Alors il y a eu un rapport qui a été publié l'an dernier, en 2019, par le Crédit Suisse Research Institute, qui effectivement qualifiait la Thaïlande de pays le plus inégalitaire, parmi les plus inégalitaires dans le monde, mais en tout cas le plus inégalitaire dans le sud-est asiatique. Mais en fait, ce qui aidait à maintenir une sorte de cohésion, de consensus et le statu quo politique, et qu'il y avait encore l'an dernier un taux de chômage extrêmement faible, de l'ordre de 1%. Et là, il semble-t-il qu'il va exploser. On parle de 14 millions de chômeurs possiblement, c'est ça? Absolument, absolument. Voilà. En fait, ce que la crise du Covid a remis en cause, c'est effectivement les phénomènes de plein emploi qui n'existent plus, et on a effectivement des millions de personnes sans ressources aujourd'hui. Et alors aussi, et là je me tourne vers Stéphane Renson justement, on parlait de la contestation contre la monarchie, figure et cible de cette contestation, c'est aussi son roi Rhamadis qui est extrêmement contesté, qui est connu pour sa boulimie sexuelle, ses nombreuses maîtresses, il vit beaucoup en Bavière. Pendant la pandémie du Covid, il s'est réfugié en Allemagne, encore une fois, avec un harem d'une vingtaine de jeunes femmes. Voilà, il y a quelque chose qui fait que la figure du roi, là, elle en a pris un coup avec Rhamadis. Oui, tout à fait. C'est sans doute pour les raisons pour lesquelles... Bon, j'ai pas eu le retour sur le plateau, donc je ne sais pas ce qu'a dit ma collègue, mais c'est sans doute ce qu'elle Christine Cabassé parlait de cette jeunesse qui en avait assez, de cette rigidité, notamment au niveau éducatif. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'on est dans une situation aujourd'hui où, effectivement, le roi, comme garant supérieur de la moralité du royaume, s'écroule. C'est ce qu'on appelle donc le Dharma Raja. Le Dharma Raja, c'est celui qui est censé incarner de manière avec vertu, une autorité. Donc faire de l'autorité en morale et religieuse, notamment. Voilà. Ce qui a incarné parfaitement son père, c'est là-dessus que s'est montée l'idéologie de son règne entre 1946 et 2016. Le fils n'a pas tout à fait la même image dans la population, pour les raisons que vous avez évoquées. Et aujourd'hui, clairement, ce vernis qui faisait tenir la nation ensemble est en train de craquer. Et on voit effectivement des opinions qui sont en train de valser. Alors voilà, société inégalitaire, on l'a dit, clairement. Figure du roi qui, vous l'avez dit, ne fait plus autorité, ne fait plus consensus, et qui permet aussi à une société peut-être, justement, de faire corps. Il y a aussi donc tous ces problèmes économiques, on l'a dit également. Et puis il y a aussi un souci, moi je le disais au début de notre entretien, c'est l'image qu'on peut avoir de la Thaïlande à l'étranger, le pays du sourire, une destination touristique rêvée. Et pourtant on est quand même face à une junte militaire et face à une dictature. C'est ce que rappelait justement Christine Cabassé, notamment à l'école. Oui, tout à fait. On est sur une société qui est régie de manière tout à fait rigide, avec un sens de la hiérarchie très profond qui est tout à fait intériorisé par les Thaïlandais. On a donc un système aujourd'hui qui bloque les aspirations économiques de la population, les aspirations même de participation à la vie politique même du royaume. Donc on a quelque chose de complètement bloqué, des ressources aujourd'hui aussi bien économiques, sociales, éducatives, qui sont presque à zéro. Il n'y a plus de marge. Et donc comment la Thaïlande peut continuer à avoir des gains de productivité à partir du moment où le système éducatif effectivement est en faillite, où d'un point de vue environnemental, tout est impacté dans le pays. Ben voilà, il n'y a plus de marge en fait. Et donc la politique économique extensive qui marchait sur un tas de prébendes, un ensemble de rentes pour des grandes familles thaïlandaises ne peut plus fonctionner aujourd'hui. Les profits ne sont plus là. Donc et on comprend donc cette révolte sur laquelle on reviendra. Merci Stéphane Renson d'avoir été avec nous. Merci aussi Christine Cabassé. On espère vous retrouver dans de meilleures conditions en direct dans notre journal une prochaine fois. Merci à vous en tout cas d'avoir été tous les deux avec nous pour décrypter cette révolte.